Coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour partager avec vous ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge qu'organise mon amie Aurélie de la chaîne Livromancienne. Alors oui, je sais, il y a eu une pile à lire il y a pas très longtemps sur la chaîne, c'était notamment ma pile à lire pour le printemps, mais j'avais à cœur de soutenir ma copine dans la création de son challenge, ou du moins dans la deuxième édition de celui-ci, et quelle deuxième édition! Par conséquent, je me suis créé donc une deuxième pile à lire pour le printemps, entre guillemets, parce qu'en plus il y aura bientôt le Flowers Book Challenge de Madame Errance, donc calme, autant vous dire que là ça va être vraiment n'importe quoi dans mes pales. Mais en attendant, j'ai essayé d'organiser ma pile à lire de façon à ce que j'en lise au moins la moitié pour essayer d'atteindre quand même le palier du milieu qui me semble est l'apprentie cartomancienne de mémoire. J'en possède déjà certains, d'autres vont arriver par la suite et ceux qui vont notamment arriver à l'exception de 1. Ce sont des livres uniquement pour des collaborations avec les maisons d'édition, donc cela pour sûr, ils seront lus durant le Tarot Books Challenge. Bien évidemment, je ne suis pas là pour vous réexpliquer l'entièreté du challenge qu'a proposé Aurélie, vous avez toutes les informations sur sa chaîne YouTube, moi je vous glisse les liens en barre d'informations. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer tout de suite avec la première carte, à savoir le magicien, et moi j'ai retenu comme mot-clé la partie voyage. Alors j'ai un petit peu triché, vous allez voir, comme beaucoup dans certaines catégories, mais j'ai décidé donc de lire le tome 5 de la saga Doreen, écrite par Raven Kennedy et publiée chez Hugo dans la collection Romantasy. Effectivement, c'est un titre que je ne possède pas à ce jour, pour autant la maison d'édition m'a confirmé qu'ils allaient me le faire parvenir en service de presse, du coup je suis trop contente. En effet, je suis à jour dans cette saga puisqu'au mois de mars j'ai pu écouter le tome 3 et les tomes 4. Je ne pourrais pas vous dire plus d'informations, mais simplement au vu de la fin du tome 4, oui, il y a le mot voyage qui peut être de mise, qui me permet d'allègrement glisser ce livre du coup dans cette pile à lire. Je sais que beaucoup commencent cette saga et me disent mais Kimi, je comprends pas là, le tome 1, j'ai envie de l'abandonner, etc. Tout le monde dit que l'histoire se bonifie au fur et à mesure des tomes, et si vous voulez vraiment découvrir cette saga, je vous conseille de vous accrocher au maximum justement à ses propos. Parce que oui, le tome 1 est très différent, parce que oui, il prend du temps, parce que certaines choses dites de fantasy arrivent peut-être aux 3/4 du roman, mais c'est nécessaire pour comprendre d'où part Oren et pour pouvoir justement expliquer les multiples facettes du personnage, ce qui est extrêmement important par la suite dans l'histoire. Personnellement, moi j'ai pas du tout subi ce tome 1, même si c'est le cas pour beaucoup et j'en suis désolée, mais je suis tellement heureuse que le tome 5 arrive parce que là, à la fin du 4, j'ai dit non, voilà, il faut que je continue. Pour la carte de l'impératrice, j'ai donc utilisé comme mot-clé femme puissante, mais en fait il y a tout qui passait dedans, que ce soit autrice ou autre, tous les mots-clés y passent. Il s'agit encore une fois d'une suite de saga avec le second tome de la saga Un sorcier noir et éternel intitulé Un cœur si loyal et solitaire, écrit par Brigitte Kéméraire et publié aux éditions Rajo. J'ai terminé le tome 1 cette nuit à 2 h du matin il me semble en audio pendant que je préparais vos commandes sur ma boutique, et j'ai adoré ce premier tome. En fait on est sur une espèce de réécriture du conte de La Belle et la Bête, dans la mesure où on a un espèce de monde dit parallèle avec des châteaux, un peu un monde de contes de fées mais où la guerre est présente, avec un prince maudit, avec un peuple qui l'est tout autant, avec une enchanteresse. Donc on retrouve quand même beaucoup de codes de La Belle et la Bête, d'autant plus que la protagoniste féminine va être enlevée, donc on a vraiment ce côté un petit peu syndrome de Stockholm que l'on retrouve de base dans La Belle et la Bête. Bien que ce n'est pas une pathologie que j'emploierais pour ce récit dans la mesure où elle retrouve plus d'une fois sa liberté et c'est elle qui décide de ses choix à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais me faire toute la saga en audio, ça fonctionne plutôt bien avec moi. D'après les retours, le tome 2 il a un petit peu souffert justement du fameux tome 2, du coup je suis un peu inquiète à l'idée de voir comment ça va se passer. C'est des petites briques, hein. Le premier il faisait plus de 600 pages je crois, celui-ci on en est à 600 aussi. En plus ici on a de la représentation parce que Harper, qui est la jeune protagoniste, souffre d'un handicap invisible dans la mesure où elle a un truc cérébral, j'ai complètement oublié le nom, mais c'est parce qu'il me semble qu'elle a été appauvrie en oxygène à sa naissance, je sais pas, le nom m'échappe complet. Et bref, ça a des conséquences sur certaines choses qui peuvent être moteurs, mais elle a toujours réussi à bien s'en sortir malgré tout. On a aussi de la représentation MM dans ce récit. Ce n'est pas la relation principale, bien entendu, ça reste une relation secondaire. Mais voilà, très belle découverte pour moi, et en plus je vois bientôt l'autrice, du coup j'ai hâte. Passons à la carte de la justice. Je me suis arrêtée sur le mot-clé enquête, et là je vais partir sur un truc hyper sombre, puisque ce roman est écrit par H.D. Carlton et il s'intitule L'ombre d'Adeline. Il est publié au sein de la maison d'édition Roncière. Il fait partie des titres que je vais recevoir dans le cadre d'une collaboration avec la maison d'édition. Je sais qu'il y a une enquête et qu'il y a une relation amoureuse, mais c'est quelque chose de très sombre, vous avez des trigger warnings mais à foison. Il y en a un qui me fait vraiment froid dans le dos et j'ai très peur de la scène qu'il peut avoir avec ce trigger justement. Je pense que si c'est trop hard pour moi, je sauterai cette page parce que j'ai beaucoup de mal avec ce sujet, vraiment. Autant j'ai toujours été sensible là-dessus, autant depuis que je suis maman, faut pas déconner. Et même si les personnes disent que c'est quand même
dur à lire sur certains points, que ça reste sombre, que ça reste difficile. Je ne vois que de super retours, des claques, des coups de cœur et compagnie, et là je me dis bon écoute, passe pas à côté, tente ta chance. Du coup j'en sais pas beaucoup plus, il me semble que la protagoniste féminine, c'est pas qu'elle a une certaine ambivalence, c'est qu'elle me semble elle est très dure, enfin elle a une manière de raisonner qui n'est pas celle que nous on aurait logiquement ou de premier abord. Et ça va créer forcément une histoire un petit peu atypique entre les personnages. Mais j'en sais pas plus, à part qu'il y a une enquête et que tout tourne autour de celle-ci visiblement. Pour la carte de la mort, rien de très original parce qu'en plus c'est dans le titre. J'ai donc sorti les tomes 3 et 4 de Seule la mort attend la vilaine, publié aux éditions Cotoon. J'arrête pas de vous rabâcher avec ce webtoon et pour autant je n'avance pas. Je suppose qu'il faudra que je relise les tomes 1 et 2 parce que j'ai peur d'avoir oublié quelques subtilités ou quelques éléments principaux du récit. Mais c'est un webtoon que j'aime énormément, du coup j'ai trop hâte de le poursuivre. Et oui, parce que la protagoniste est en danger de mort dans la mesure où en fait elle est incarnée dans un jeu vidéo et que pour gagner elle doit atteindre 100% d'affinité avec l'un des 5 protagonistes masculins. Mais si elle n'y arrive pas ou si elle est vraiment trop basse en termes d'affinité avec l'un d'eux, c'est la mort qui l'attend. Du coup on peut dire qu'on est dans le thème. Pour la carte du diable, je me suis dirigée plutôt vers le mensonge, la manipulation, parce que j'ai envie de poursuivre une saga qui n'a pas eu un franc succès auprès de tout le monde. Il s'agit du second tome du Royaume des Corbeaux, écrit par Olivia Wildenstein et publié au sein de la maison d'édition Corrigan. J'ai personnellement lu le premier tome en lecture commune avec les Patreons et en fait sur le Patreon on a tous kiffé. Voilà, je le dis, on a tous kiffé. On était complètement d'accord pour dire que certains personnages étaient détestables, que oui, Fallon elle est quand même naïve et qu'il y a des choses elle pourrait s'en rendre compte beaucoup plus facilement ou elle pourrait apprendre des autres, ça c'est sûr et certain, mais elle est pas agaçante au point de Perséphone dans Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, voilà, parce que là c'est vraiment pour moi le summum de l'agacement, de la naïveté d'un personnage, vous voyez. Donc tant qu'on n'arrive pas à son niveau à elle, chez moi tout va bien. Et oui, effectivement il y a beaucoup de secrets, de manipulation, de complots, etc. dans ce récit, parce que Fallon est à moitié humaine et à moitié faée, et dans cet univers les êtres hybrides ne sont pas forcément bien vus, et encore pire quand on est un être humain, d'autant plus qu'elle a toujours eu un certain charme, un certain attrait avec les serpents qui sillonnent du coup les ruisseaux, et clairement on trouve ça pas normal et on se dit que c'est une espèce de sorcière, enfin il y a quelque chose en elle qui n'est pas sain parce que elle n'a jamais développé de pouvoir magique alors qu'elle devrait en avoir. On suit aussi sa relation avec sa famille qui est quand même assez particulière, le fait qu'elle soit amoureuse du prince depuis toujours parce que c'est son ami en secret bien avant qu'il ne rentre dans les compos à intrigue politique, mais que tout va être remis en question le jour où une femme va lui apprendre sa destinée, va lui montrer ce qu'elle doit faire pour justement que cela arrive et qu'elle libère le fameux roi des corbeaux. S'ensuit toute une quête initiatique dans le but de poursuivre cet objectif. Et oui, effectivement, elle n'a pas toutes les informations et c'est là du coup qu'est tout l'enjeu parce que nous aussi il nous manque plein d'informations et qu'on comprend les choses qu'au fur et à mesure. Le tome 3 sortant bientôt, j'aimerais bien avancer du coup dans cette saga. Carte suivante, il s'agit de la tour. Alors là on peut prendre tous les mots, vraiment tous les mots collent à la peau de la saga Cruel garçon perdu, écrite par Niki Synchro et publiée au sein de la maison d'édition Roncière. Encore une fois, c'est un titre que je vais lire en collaboration avec la maison d'édition. On est ici sur le tome 3, il me semble que je ne voulais pas préciser. J'ai lu le tome 1 en lecture commune avec vous, c'était en collab avec la maison d'édition. J'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps en lecture commune aussi avec vous sur Discord. Et le tome 3 arrive déjà en mai, donc sûr ça va passer à la casserole. Déjà au vu de la fin du tome 2, on n'en pouvait plus quand même. Hein. Et croyez-moi, cette fois-ci, je ne vous ferai pas languir pour cette fameuse lecture commune parce que je pense qu'on va en faire une pour le tome 3, ça a été fait pour les 2 premiers, donc autant qu'on continue sur cette lancée. On est sur une réécriture très spicy et très libérée délivrée de Peter Pan avec la descendante de Wendy Darling, à savoir Winnie Darling. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont l'autrice prend le parti de réécrire cette histoire que je trouve très originale. Par contre, façon harem inversé, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs histoires physiques avec des hommes différents, mais que tout ça est ok. Même si on tend à pencher qu'il va peut-être avoir du polyamour dans l'air, affaire à suivre. Pour la carte de l'étoile, encore une fois, on peut tout cocher. Tout le côté poésie, rêverie, espoir, etc. ça rentre complètement. Il s'agit d'une lecture que j'ai déjà débutée, mais bon, j'ai débuté, je crois, hier, avant-hier, enfin peut-être le 31 mars, donc au pire, c'est pas très grave. Il s'agit de La Promise sans visage, écrit par Roshani Chokshi et publié aux éditions Sabran. En effet, je vous présente uniquement la Dose Jacket, puisque du coup, le livre est posé là-bas et que j'ai pas fait attention. Mais au moins, vous voyez de quoi ça parle. C'est une histoire d'amour très particulière, puisque le protagoniste masculin, de base, depuis tout petit, il a un petit frère, il joue avec, enfin vraiment, il a un petit frère quoi. Et du jour au lendemain, il le voit plus, il demande à ses parents ce qu'il en est, mais ils lui disent mais il n'y a jamais eu de petit frère, qu'est-ce que tu nous racontes? Il est persuadé qu'il y a quelque chose derrière, il est sûr que les contes et autres existent, c'est pourquoi il va faire des recherches pendant des années, jusqu'à tomber sur Indigo, cette jeune femme qui elle aussi nourrit une certaine croyance pour tout ce qui est contes et mythes. Dans sa recherche de vérité autour de la disparition, voire de l'existence de son frère, il va tomber complètement amoureux de cette femme, cependant elle cache de très lourds secrets. Elle lui en fait mention au moment où
il se marie, il ne doit surtout pas lui poser de questions sur son passé, il y a des choses qui sont tabous et sur lesquelles il ne devra jamais l'interroger. Chose qu'il accepte donc. Mais plus le temps avance, plus il se pose des questions, plus il se rend compte qu'il y a des choses quand même qui sont extrêmement étranges. D'autant plus lorsqu'ils vont devoir se rendre au manoir de sa tante et là sa femme va changer du tout au tout. On a quelques pistes sur le fait que le manoir il serait peut-être hanté, slash vivant, on a vraiment un gros mythe autour de celui-ci. C'est vrai que c'est une lecture assez atypique, c'est extrêmement poétique comme plume, c'est lent, il se passe pas grand chose, c'est vraiment l'histoire d'amour entre deux personnages qui avancent petit à petit. Peut-être que l'histoire va prendre un espèce de petit coup de pied dans le derrière une fois qu'ils vont arriver à ce fameux manoir. Là où j'en suis, ils viennent à peine d'y arriver, je crois que je suis à la page peut-être 75, quelque chose comme ça. Évidemment, je vous en reparle très bientôt. Concernant la carte de la lune, je me suis arrêtée sur le mot-clé désir. C'est pourquoi j'ai sorti le premier tome de la saga Les Liens du Destin, écrite par Ghibli et proposée aux éditions Corrigan. Et oui, encore une fois, j'essaye de mettre pas mal de Corrigan dans mes pales parce que j'en reçois vraiment beaucoup, ils me tentent tous énormément et les parutions et les traductions s'enchaînent assez vite. Du coup, je vais essayer de pas prendre trop de retard. On est sur une saga de harem inversé. Encore une fois, c'est pourquoi je pense que le mot désir a complètement sa place ici. Lorsque les parents de Oleander décèdent, elle se rend compte qu'elle a de grands pouvoirs magiques et va prendre la suite. Cependant, dans cet univers, nous avons des âmes sœurs et le fait qu'elles s'enfuient signifie forcément quelque chose pour eux dans la mesure où ils ne pourront jamais être pleinement épanouis et autres puisqu'ils ne sont pas complets. Si vous avez fait attention, j'ai employé le pluriel dans la mesure où elle a 4, entre 4 et 6 âmes sœurs, je sais plus combien. Ils vont donc la traquer et la capturer pour qu'elle puisse revenir vivre auprès d'eux. Cependant, si elle les a fuis, c'est non pas à cause de ce fameux lien, mais c'est aussi parce que le pouvoir magique qu'elle détient les met tous en danger quand elle revient vivre là où il l'oblige à être. Encore une fois, les retours sont quand même super cool sur cette saga. J'ai déjà le tome 2 en ma possession et le tome 3 aussi, ma foi. Je suis en train de réfléchir, mais si, je crois que je l'ai de mémoire. On va peut-être pas compter sur ma mémoire, là. J'ai l'impression que c'est un peu grillé les neurones là-haut. La photo 3 heures de sommeil cette nuit. Mais bon, c'est parti, on va le sortir. En plus, il est pas très gros. C'est le moment de se faire sa propre opinion. Kimi la tricheuse est évidemment de retour pour vous jouer un mauvais tour. Parce que oui, là, clairement, j'ai un peu triché quand même. Hein. Puisque pour la carte du 3 d'épée, j'ai pris la catégorie amour impossible. Vous voyez les gros guillemets. Et j'ai donc choisi ce roman, à savoir Il était une fois, le prince au bois dormant. La saga se nomme Il était une fois. C'est de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark et j'ai une édition collector pour les 3 premiers tomes. J'ai pas encore acheté le 4e. La particularité de cette autrice, c'est que dans cette saga, elle nous propose des réécritures de contes version MM, donc homo-roman. Celle-ci, assez simplement, on est sur la revisite de contes de Aurore, La Belle au bois dormant, Maléfique. Et je me dis amour impossible parce qu'en fait, le protagoniste masculin de base, justement, il veut vivre une belle histoire d'amour, une histoire de contes de fées, etc. Et le prince, en l'occurrence, de cet univers voisin, bah il est emprisonné, il est ensommeillé. Enfin, c'est genre Aurore, quoi. Donc du coup, je me dis que c'est un peu un amour impossible parce que l'autre, il fait romp shit, donc c'est un peu compliqué. Ouais, on en est là, complètement. Il est pas très gros, mais il va falloir vraiment que je m'active le troufignon dans la mesure où j'ai la possibilité de rencontrer l'autrice vendredi soir à la soirée pré-rare des éditions Bookmark. Et donc j'aimerais bien au moins avoir lu un de ses livres, voilà, parce qu'il y a un petit, du coup on va essayer de lire celui-ci. Il y en a un sur la réécriture du prince cygne, il y en a sur la petite sirène, et le dernier que je n'ai pas, je ne sais plus sur quoi il est. Par contre sachez qu'ils peuvent se lire indépendamment si jamais il y en a un qui vous tente et pas les autres. Pour la carte du 9 de coupe, elle a pas été facile sur le moment à trouver, mais une fois que j'ai trouvé, enfin c'était genre complètement logique. Je me suis arrêtée sur le mot-clé célébration et en effet j'ai choisi Magie et sentiments de Ariel Holz qui sera publié au sein de la maison d'édition Slalom en avril. Encore une fois, vous aurez ma chronique très rapidement pour ce roman parce que je le lis en collaboration avec la maison d'édition. Je vais vraiment faire de mémoire avec ce que je vous ai dit pour la vidéo des sorties littéraires. Parce qu'en fait, vous avez en opposition le peuple de la Terre, donc les Terriens, et les Luniens. Jusqu'à présent, les relations étaient assez difficiles, c'est pourquoi il va y avoir un mariage arrangé mis sur la table. Sur Terre, la personne qui va être désignée, ça va être une femme et celle-ci correspond à la sœur du bras droit du prince. Est-ce que vous suivez? Le prince, son bras droit, sa petite sœur. Il me semble que chez les Luniens, c'est un prince. Me semble. Et forcément il va y avoir tout ce côté célébration, des mariages arrangés, rencontres, etc. Sauf qu'il va y avoir beaucoup d'étincelles entre du coup ceux qui ne se marient pas mais ceux qui protègent du coup leur fratrie. Parce que oui en effet ils sont là pour protéger ce qu'ils aiment mais peut-être qu'ils protégeraient toute autre chose, qu'il y a d'autres secrets et des enjeux derrière. Voici ce dont je me souviens surtout dans la mesure où je crois qu'il y a aussi un enjeu où il y a des problèmes en ville durant la période où ce mariage arrangé est mis sur le tapis. Bien entendu je me suis renseignée sur le récit sinon je n'aurais pas accepté de collaboration ou je n'en aurais pas proposé à la maison d'édition. Mais c'est vrai que voilà j'ai beaucoup d'idées en tête sur celui-ci et j'aurais aimé en savoir un petit peu moins mais comme je vous en parle sur les réseaux, dans les vidéos sorties littéraires etc. bah finalement mon cerveau quand je lui dis de pas imprimer des informations il les imprime très bien ce chacal. On se retrouve donc très bientôt pour ce roman. Pour la carte 8 de denier, j'ai donc retenu les mots-clés apprentissage, école et là attention, je vais sortir une bête.
Boum! Il s'agit évidemment de Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo dans leur collection Romantasy. Si vous suivez un petit peu ce que je raconte sur les réseaux, sur les lives, vous devez savoir qu'au mois d'avril, si je suis mon planning, vous allez avoir un vlog dédié exclusivement à des lectures autour des drags. J'en ai déjà entre 4 et 6 en tête, on verra combien j'arrive à vous en mettre dans cette vidéo. Mais celui-ci, j'aimerais beaucoup qu'il en fasse partie parce que la hype qu'il y a autour de lui m'a donné très envie. Maintenant qu'en plus le soufflet est un petit peu retombé, puisque ce livre est sorti au mois de février, c'est le moment pour moi de mettre le pied à l'étrier. Les retours sont parfois absolument génialissimes et d'autres sont extrêmement déçus autour de la hype, et j'espère ne pas me faire avoir justement par cette dernière. Même si je connais plus d'éléments sur le résumé, je vais m'arrêter ici, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler comme il se doit durant un vlog. Et pour terminer cette vidéo, nous sommes à nouveau sur de la triche, et j'ai même pas fait exprès, mais en fait j'ai mis la même autrice à la suite. Parce qu'avec la carte 3 de bâton, je suis partie sur la trope Found Family en utilisant le premier tome de la saga Hors Limite de Rebecca Yarros, publié au sein de la maison édition Eden. Comment est-ce que j'ai fait mon micmac? Comment est-ce que j'ai réussi à dégainer la tricheuse que je suis? En réalité, c'est assez simple parce que une jeune demoiselle va recevoir une mauvaise nouvelle le jour où on va toquer à sa porte, apprenant que son papa est décédé parce qu'il était militaire. Et en fait, plutôt que de prendre le côté vraiment Found Family, je suis plutôt partie sur le fait de reconstruire sa famille, de la solidifier dans la mesure où la mère va être sans dessus dessous, n'arrivera plus à rien, etc. Ça va être le poids de cette jeune fille que de tenir à bout de bras sa famille. Et du coup, je me suis dit, en fait, on ne forme pas une famille, mais on essaie de maintenir sa tête hors de l'eau face à cette épreuve. Donc je me suis dit, vu comme ça peut passer. Et si elle va tenir le coup, c'est grâce à un jeune homme qui était le bad boy quand elle était au lycée, et qui est désormais l'entraîneur, le coach de son petit frère. Oh ok, sauf que même si ça va lui permettre d'avoir vraiment la tête hors de l'eau, il cache un terrible secret qui pourrait complètement faire éclater leur relation. Vous avez mon amie Gladys des Pépites de Gladys qui l'a lu et qui l'a adoré plus, qui s'est retrouvée à pleurer dans le train parce qu'elle l'a terminé dans celui-ci. Et oui, j'avoue que le fait que ma copine Chia, ça me donne envie de lire son bouquin, tout du moins celui-là qu'elle a lu, hein, on est bien d'accord. Donc je suis pas forcément une fille très saine dans sa tête, mais étant donné qu'en plus je reçois prochainement un autre Rebecca Yarros, il est temps d'enlever les deux que je possède déjà. Et bien voilà les Kimichou, j'ai terminé de vous présenter les livres que j'ai rassemblés afin de concocter ma palle pour le Tarot Books Challenge. Peut-être que ces livres vous auront donné des pistes pour votre propre pile à lire, ou au contraire j'aurais peut-être pu vous donner envie d'en découvrir certains. N'hésitez pas à me dire si vous participez ou non à ce challenge, si vous en avez d'autres en vue, et si tout va bien dans mon programme, je vous retrouve mercredi sur la chaîne pour un book haul. D'ici là, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous les Kimichou. Ciao!